sommes à présent en plateau avec Philippe Wechter, chef économiste chez Ostrum AM. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors on va passer en revue avec vous, non pas l'actualité économique de la semaine, mais même du mois qui a passé. Il s'en est passé des choses, que ce soit à l'étranger ou en France. On peut peut-être commencer avec la Turquie, puisqu'on a vu les nouvelles passer en vacances, sur la plage ou ailleurs. Et on voit que la livre turque perd 40% de sa valeur presque aujourd'hui. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur les origines de cette crise? Oui, il y a deux éléments, trois éléments même sur la crise turque. Il y a une première partie à partir de la mi-avril où tous les pays émergents sont fragilisés. Le dollar remonte pour des histoires d'anticipation de politique monétaire plus rigoureuse aux États-Unis. Le dollar remonte et donc il y a des sorties de capitaux des pays émergents vers les États-Unis. L'ensemble des pays émergents sont un peu fragilisés. Donc ça c'est le premier aspect. Deuxième point, parmi ces pays émergents, il y en a un certain nombre qui ont des difficultés structurelles, avec notamment un endettement très fort en dollars. Et donc quand la monnaie se déprécie, que vous devez rembourser en dollars, c'est très compliqué. Vous avez des pays comme la Turquie, comme l'Argentine, comme l'Afrique du Sud qui ont été pénalisés par cela, et on voit bien que leur monnaie a chuté de façon sensible. Et puis dans le cas spécifique de la Turquie, qui a déjà les deux premiers éléments, il y a eu un troisième point autour du 15 août, il y a eu une tension très forte autour d'un pasteur américain détenu en Turquie. Donald Trump voulait absolument sa libération, ça s'est mal passé, et donc tous les regards se sont portés sur la Turquie, et l'attaque, si je puis dire, américaine de Donald Trump a été très virulente, et la livre là s'est franchement cassé la figure, et depuis cette date-là, eh bien la monnaie turque est à des niveaux extrêmement faibles, et depuis une semaine à peu près, alors qu'elle s'était stabilisée presque, elle repart à la baisse de façon importante parce que les banques turques ont été dégradées par les agences de notation. Il ne s'est pas passé grand-chose à part la semaine après le 15 août où Erdogan, le président turc, a fait feu de tout bois. Depuis, il ne s'est pas passé grand-chose. Et donc, on a vu des échanges assez vifs entre les deux présidents, et c'est un rapport avec du coup les notations des banques non, ou c'est décorrélé, mais c'est dans le même contexte. Quand vous avez une dégradation de la situation macroéconomique avec un risque d'inflation, des taux d'intérêt qui remontent assez fortement, parce que c'est une des contreparties de tout cela, vous avez un taux de change qui se déprécie, eh bien la valeur patrimoniale des banques, ce qu'elles ont en portefeuille de la dette turque, par exemple, de l'État turc, dont le taux d'intérêt a monté fortement, eh bien il y a une dépréciation d'actifs très importante. Donc il y a une fragilité du système bancaire, et donc là on a un effet très négatif sur l'ensemble de l'économie turque. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette tension est restée spécifique à la Turquie. Il n'y a pas eu d'effet de contagion, comme on a pu le voir dans d'autres crises, à l'Argentine ou à d'autres pays, et ça c'est un point intéressant. La crise turque est localisée uniquement sur la Turquie, et c'est donc voilà, c'est aux Turcs et aux Américains de trouver un accord pour éviter que la situation ne se dégrade, parce que très clairement la dépréciation de la monnaie va générer davantage d'inflation et probablement un ralentissement économique assez fort. Donc c'est pas en fait l'histoire de ce pasteur qui a mis un coup de projecteur sur plusieurs émergents, mais particulièrement un qui n'allait pas bien. Les autres dont on parlait tout à l'heure, qui sont dans une situation similaire à la Turquie, notamment pour les deux premiers points, eux vont plutôt bien aujourd'hui, ou en tout cas sont dans une situation plus favorable. Non, on ne peut pas dire ça non plus, mais c'est pas la même logique. Par exemple, hier, l'Argentine, la Banque centrale argentine a relevé son taux d'intérêt de référence à 60%. Quand vous avez un taux d'intérêt à 60%, je rappelle que le taux de la Banque Centrale Européenne est à 0. Donc ça veut dire que la situation est quand même assez fragile, et donc pour des raisons différentes, mais en tout cas le choc turc ne s'est pas propagé. Ni dans la région, ni sur par un jeu d'alliance ou autre, comme on a pu le voir. Mais les autres pays qui n'allaient pas bien continuent d'être fragiles pour des raisons qui leur sont spécifiques. Alors justement, il y a un autre pays dont on a entendu parler cet été, c'est le
Venezuela, où là pour le coup l'inflation bat des records. Ils sont même allés jusqu'à lancer une nouvelle monnaie et à enlever des zéros à la fin pour essayer de repartir, puis ça repart pas aujourd'hui. Enfin, du coup, situation compliquée aussi le Venezuela. Situation compliquée parce que il y a deux choses. Le Venezuela est le pays qui a les plus grandes réserves de pétrole au monde, mais il n'arrive pas à les valoriser. Ce qui fait que la production, pour des raisons d'obsolescence des installations, la production de pétrole baisse. Donc les revenus pétroliers sur lesquels s'appuie le Venezuela baissent. Et on voit depuis 2015 que le PIB, donc la mesure globale de l'activité, s'effondre. Moins 40%. Donc une situation très compliquée et pour contrecarrer ça, le gouvernement et la Banque centrale, depuis la fin de l'année 2017, eh bien, émettent de la monnaie de façon spectaculaire. Donc vous avez une situation où les Vénézuéliens sont dans une période compliqué, où il y a beaucoup de monnaie, il n'y a pas beaucoup d'activité, où il y a une vraie inquiétude des Vénézuéliens, et donc le comportement du Vénézuélien à Caracas, c'est simple, il ne veut pas détenir cette monnaie. Et donc la valeur interne de la monnaie diminue, c'est la traduction ou l'inverse de l'inflation. Donc vous avez des gens qui ne veulent plus détenir la monnaie, et donc sa valeur baisse, et la contrepartie, c'est une inflation qui, pour effectivement le FMI, est estimée à 1 million de pourcents en 2018. C'est quelque chose de fort. Alors ce qui est intéressant, c'est que Maduro, effectivement, comme vous l'évoquiez, a annoncé un certain nombre de mesures d'augmentation du revenu, du salaire minimum, etc. Mais en fait, ce qu'on attendait, c'est qu'ils prennent des engagements forts sur les émissions de monnaie. Ça n'a pas été le cas. Qu'ils prennent des engagements forts vis-à-vis des institutions internationales pour dire je vais m'arrêter et je m'engage à m'arrêter. Ce sont les deux ressorts qui, généralement, par le passé, ont permis de stopper ce type de situation. Là, Maduro a dit « Moi, je ne veux pas avoir affaire au FMI », donc la situation continue, et ça se traduit par deux choses. Les Vénézuéliens ont faim. Il y a une statistique qui a beaucoup tourné. En 2016, par rapport à 2015, le poids moyen des Vénézuéliens est de moins 8 kilos, a baissé de 8 kilos. En 2017, par rapport à 2016, il a baissé de 11 kilos. C'est-à-dire que les gens ont faim. La deuxième conséquence, c'est que les gens, et on l'a vu avec le Brésil récemment, les gens s'en vont au Brésil, en Colombie. Il y a une énorme crise migratoire. Et donc, il y a eu la question vénézuélienne, là aussi est spécifique au Venezuela, mais est une vraie crise spécifique à ce pays. Et donc, si je suis bien, il y a donc des stocks de pétrole dans le pays, donc la possibilité d'avoir une économie qui tournerait, mais un rejet en fait de ce que les institutions internationales demandent, ou en tout cas ce que l'on aurait dû faire en fait, parce qu'on a vu que ça marchait par le passé, et du coup aujourd'hui on est dans l'impasse. Oui, on est dans l'impasse parce que ça fait des années que les investissements pour valoriser les réserves pétrolières n'ont pas été faits, ce qui fait qu'on ne produit plus de pétrole. La production pétrolière a diminué de moitié sur un an, c'est considérable, et comme c'est la principale source de revenus du Venezuela, il y a une situation qui est dramatique, et comme il n'y a pas d'engagement de la part des autorités vénézuéliennes, eh bien on ne peut pas imaginer que les investisseurs étrangers viennent réinvestir dans le secteur pétrolier. Donc c'est un jeu qui pour l'instant n'a pas de fin et qui est absolument dramatique pour tous les Vénézuéliens qui subissent cette crise. Alors on parlait de rejet, je ne sais pas si le terme peut être aussi appliqué à ce qui se passe en Italie, le terme est peut-être un petit peu fort, mais en tout cas une remise en cause du fonctionnement actuel, où là pareil, l'Italie doit boucler son budget, et en gros le message qui est envoyé c'est nos conditions, puis si ça vous va c'est bien, puis si ça vous va pas, ce sera pareil. Oui, il y a une vraie question autour de l'Italie. Les institutions européennes, depuis le départ, fonctionnent en faisant l'hypothèse que tout le monde va jouer le jeu. Plus ou moins vite, mais tout le monde va jouer, notamment sur le plan budgétaire. Et là, on est face à un pays qui n'a pas envie de jouer ce jeu-là, qui dit finalement j'ai envie de faire ce que je veux, j'ai pas envie de rentrer dans la logique imposée par Bruxelles, et donc j'ai un programme, je veux l'appliquer. Alors ça va être compliqué parce que Bruxelles n'a pas de moyens de pression très forts, mais à un moment donné, il est probable que l'Italie
l'Italie soit dégradée par les agences de notation, qu'il y ait des problèmes de liquidité sur la dette et que l'Italie ait du mal à se refinancer. Et à ce moment-là, il faudra faire appel à la BCE. Est-ce que ce sera en 2020, en 2021, en 2022, on ne sait pas très bien. Mais là, on va se retrouver dans une situation où la BCE devra mettre des conditions pour intervenir, mais dans un environnement qui sera finalement très dégradé et qui pénalisera l'ensemble de la zone euro et la crédibilité de la zone euro. C'est ça qui est gênant, c'est que d'un seul coup, la crédibilité de la zone euro pourrait être fragilisée et vu de l'extérieur, vu de, je sais pas, du Japon ou de Los Angeles, eh bien, la vision de l'Europe sera moins enthousiasmante qu'elle ne pouvait l'être. Parce qu'on serait en fait dans un schéma bis de ce qu'on a pu vivre avec la Grèce, mais avec une économie beaucoup plus importante au niveau européen. C'est pas tout à fait la même chose. Les Grecs voulaient absolument rester dans la zone euro. Alors il y avait tout un tas de difficultés. Là, on sent que ce soit de la part de Salvini, que ce soit de la part d'autres, il y a un doute. Tsipras, lui, a toujours dit, moi je veux rester dans la zone euro et je suis prêt à faire les sacrifices. Donc on n'est pas dans la même logique que celle de la Grèce. Et là, très clairement, que budgétaire, effectivement. Ça n'est pas que budgétaire. On le voit sur les facteurs, sur les flux migratoires, etc. Il y a une vraie question. On le rappelle donc que c'est l'Europe qui demandait à l'Italie de ne pas faire plus de 3% de déficit et c'est le seuil aujourd'hui où l'Italie dit j'en ferai peut-être un petit peu plus. Voilà, c'est le seuil habituel de tous les engagements européens de dire il faut passer sous le seuil de 3%. Au-delà, on est dans une procédure de déficit excessif. Mais voilà, c'est un engagement implicite de tout le monde d'essayer d'aller dans ce sens-là. Là, l'Italie dit non, moi je veux faire autrement. Donc comment on réagit, comment la Commission européenne, comment la France, comment l'Allemagne réagissent à ce joueur dans le jeu qui ne veut pas jouer coopérativement avec les autres. Là, il y a une vraie question et avec l'idée quand même pour tout le monde qu'à la fin, c'est probablement la BCE qui interviendra et ça biaise un petit peu l'ensemble. Et alors, pour finir en quelques mots, la rentrée politique est en ce moment. Nicolas Hulot a démissionné, on parlait des sondages défavorables pour Emmanuel Macron. La croissance française, comment elle se porte ? Pas très bien. On a eu deux choses. Quand on regarde 2017, la France a une croissance équivalente à celle de la zone euro, trimestre après trimestre. Au premier semestre de cette année, la France va beaucoup moins vite. Donc il y a une rupture assez nette entre la dynamique de l'économie française et celle de la zone euro, probablement pour des raisons fiscales. Au premier trimestre, il y a eu un certain nombre d'ajustements et ce qui a pénalisé le pouvoir d'achat des ménages. Et donc on est dans cette logique-là. Et donc cette année, la croissance sera plus faible que ce qui était anticipé. Et l'année prochaine, on sera probablement dans le même type de situation. Les mesures qui ont été adressées et évoquées par Édouard Philippe dans son interview du week-end dernier ne suggèrent pas d'éléments de relance de la demande intérieure forte en France. Et donc la croissance va converger vers ce que les économistes appellent la croissance potentielle, c'est-à-dire la tendance qui est de l'ordre de 1,3-1,4%, ce qui est beaucoup moins que le 1,7% qui a été évoqué pour 2019. Merci beaucoup Philippe Wächter. Je rappelle donc que vous êtes chef économiste chez Ostrum AM.